Laure Delabretèche va nous rejoindre. Vous êtes là. Laure Delabretèche, je le disais en introduction, vous êtes directrice déléguée des politiques sociales de la Caisse des dépôts. Je n'avais pas précisé que vous êtes titulaire d'une seconde casquette. Vous êtes également présidente d'ARPAVI, qui est le premier groupe associatif français gestionnaire d'établissements pour personnes âgées. À vous la parole. Oui, merci. Je sais qu'on a un petit défi de temps, donc je vais vous aider à Tout à fait, j'espère ne pas être résoudre trop ce douce. problème. Pourquoi la Caisse des dépôts, dans ce colloque où s'échangent des choses profondément importantes et la masse aussi d'incertitudes que le défi du grand âge représente pour tous les secteurs d'activité et toute la population. Alors, je vais peut-être commencer juste par vous rappeler, parce que c'est une institution qui a une grande discrétion, que la Caisse des dépôts et consignations, qui a été créée au tout début du 19e siècle pour aider à sauvegarder l'épargne des Français à l'issue des guerres napoléoniennes, a finalement été aussi, au cours de son histoire de 200 ans, un lieu où ont été accompagnées finalement la plupart des grandes transitions de la société. Il fallait une institution pour accompagner le bouleversement total qui a été la création de l'école publique de Jules Ferry et l'équipement de la France avec des lieux adaptés. Il a fallu une institution pour accompagner l'électrification du pays, l'élaboration de transports publics, etc. Et à travers ces infrastructures et cette réflexion sur les infrastructures, on touche à la vie. Donc la Caisse des dépôts, c'est une institution qui a déjà cette mission par ses investissements, par sa capacité de mobilisation, que vous connaissez peut-être un peu à travers le livret A et le livret de développement durable, dont elle assure la gestion et le refinancement du logement social. Donc c'est d'abord ça. C'est aussi un endroit où on s'occupe des gens, puisque, et c'est moins connu, depuis le milieu du 19e siècle, la Caisse des dépôts est aussi un lieu où on s'occupe de retraite. Et donc, depuis 1850, on gère la retraite d'un Français sur 5 aujourd'hui. Et ça donne une ouverture précise, concrète, finalement, sur les personnes, leurs désirs, car au-delà de leurs droits et de l'accès à leurs droits, se joue aussi un peu de leurs aspirations et de leurs besoins. Donc la Caisse des dépôts, qui est un des grands partenaires finalement et un des grands opérateurs à la fois de l'État, à la fois sur ses politiques d'investissement et sur le pilotage d'un certain nombre de ces grandes transitions, elle sait aujourd'hui, bien évidemment, qu'elle est attendue aussi pour aider le pays à vivre une adaptation, car c'est une adaptation qu'il faut gérer peut-être avec le désespoir de l'imagination, j'aime bien cette expression, mais avec la conscience que finalement l'homme a toujours su s'adapter et qu'il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Donc, la Caisse des dépôts, c'est un grand groupe qui a la possibilité finalement de vivre à travers un certain nombre de ses filiales des expériences, et vous en connaissez sans savoir que c'est elle. Plus récemment, enfin, il y a au moins un élément que vous connaissez, c'est La Poste, puisque le groupe La Poste a fusionné avec la Caisse des dépôts. Il y a Transdev, qui s'occupe de mobilité à travers tout le pays, et dont vous croisez souvent le logo. Il y a CNP Assurance, qui est un des rares acteurs positionnés sur l'assurance dépendance depuis fort longtemps. Il y a CDC Habitat, qui gère un parc immense de logement social. Bref, on pourrait démultiplier à l'infini. Puis il y a une petite filiale associative, ARPAVI, que vous avez mentionné tout à l'heure, dont j'ai la joie d'être la présidente, qui gère, ce qui est à singularité, un certain nombre d'EHPAD, environ 45, et surtout beaucoup de résidences autonomie. Et on y reviendra, ça fait partie de ces chaînons manquants de la réflexion, qui sont à la fois une réponse au rejet de la massification que vous évoquiez à l'instant, mais aussi une réponse à l'aspiration des gens à gérer leur vie jusqu'au bout. Alors, aujourd'hui, comment s'incarne finalement l'action et l'investissement de la Caisse des dépôts ? Deux illustrations rapides pour vous situer un peu où nous sommes. La Caisse des dépôts, avec les effets de la crise du Covid, a évidemment été aux côtés de l'État pour participer à son plan de relance. 26 milliards
qui sont investis en soutien de beaucoup de secteurs, mais aussi de la cohésion sociale, avec un plan important d'accompagnement projeté vers les territoires, parce que c'est là aussi qui est la singularité de la Caisse des dépôts. Elle travaille avec les élus, elle ne travaille jamais seule, elle travaille avec les institutions sur les territoires, France entière, y compris évidemment dans les Outre-mer, pour aider finalement à des stratégies d'investissement adaptées. Et pour ça, elle dispose d'un certain nombre de directions régionales. Donc, très simplement, sur le sujet qui nous rassemble aujourd'hui, elle est partie prenante d'un certain nombre d'évolutions, souvent discrètement, donc on n'en parle pas forcément beaucoup, qui concernent la prise en charge, même si le mot est horrible, la vie des personnes âgées sur les territoires des élus, vie qui les préoccupe aujourd'hui, parce qu'il y a des territoires très vieillissants, d'autres au contraire où la ressource pour aider à ce vieillissement s'en va, les jeunes actifs qui ne trouvent plus les services dont eux-mêmes ont besoin pour rester en activité sur ces territoires, donc des problématiques que vous connaissez bien, mais qui font qu'on a besoin de réinvestir et d'accompagner les projets et l'imagination des élus pour leurs habitants. Et puis plus largement, à un niveau plus national, on a souhaité l'été dernier passer une convention avec la CNSA, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Virginie Magnan, je crois, faisait l'introduction ce matin. Parce que finalement, aujourd'hui, il est confirmé, elle a dû le dire, y compris par le législateur, que la 5e branche s'installe en France, que l'on prend en compte enfin les problématiques très nouées entre âge et handicap, pour le mettre au service d'un certain nombre de vulnérabilités, de fragilités, qui sont beaucoup le fait de ces catégories très larges de population, et au-delà de ça, d'interaction avec un système de santé dont 75% de la dépense se consacre aux 6 derniers mois de la vie. Donc on doit penser effectivement le futur et nos structures commencent à s'adapter. La Caisse des dépôts accompagne la CNSA avec une proposition d'appui à ces projets d'investissement à hauteur de 3,5 milliards, à la fois en prêt, en investissement. Donc tout ceci, ce sont des actions concrètes pour faciliter, favoriser une intervention aujourd'hui. Intervention aujourd'hui sur un point qui a un peu retenu l'attention ces derniers mois, l'irruption d'une réflexion plus aboutie, parce qu'elle existe depuis longtemps et qu'elle est portée par le secteur associatif depuis longtemps, sur l'habitat partagé. Nous avons créé avec la Fondation des Petits Frères des Pauvres, fin décembre, donc avec une signature par le directeur général de la Caisse des dépôts, le président de la Fondation des Petits Frères et la présidente du réseau APA, une nouvelle association pour faciliter les projets d'habitat partagé, avec précisément l'idée qu'aujourd'hui tout est ouvert. On a eu au moins une certitude commune, c'est qu'on a beaucoup d'incertitudes. Et que pour y faire face, il ne faut rejeter a priori aucune expérimentation, en ayant une certitude aussi, c'est qu'on ne peut qu'enrichir finalement une offre qui jusque-là était peut-être trop étriquée dans l'offre institutionnelle et qui se pensait à partir de cette offre institutionnelle. Donc la Caisse des dépôts, avec ses moyens, ses leviers financiers que je viens rapidement d'évoquer, avec ses équipes, avec ses filiales, avec Arpavi qui réfléchit à la place des résidences autonomie et de la nouvelle offre qu'elle peut représenter, nouvelle en la repensant intégralement comme un choix de vie jusqu'à la fin de la vie. Elle vous rejoint sur un certain nombre de grands défis communs. Je voudrais simplement, peut-être que ça nous permettra aussi de faire la transition avec le débat qui suivra, de renouer sur quelques-uns des défis qui me paraissent aujourd'hui les plus majeurs. Le premier, c'est comment gérer le temps. Il y a évidemment ce temps de la vie, et ça a été rappelé très brillamment par beaucoup d'intervenants, donc je ne vais pas m'y attarder. Un papy-boom qui est la conséquence très simple et très attendue du baby-boom, remarquable par sa durée, mais aussi gérer au-delà de ce temps-là, le temps pour agir. Parce que à force de n'avoir pas vu que le baby-boom s'était transformé en papy-boom, nous devons aujourd'hui gérer des transformations de l'offre d'habitat, de la manière de vivre dans un temps très court. Mon expérience, pour avoir autrefois piloté une grande structure qui construisait des EHPAD à Paris, qui avait son propre gestion dans le réseau municipal, c'est qu'à Paris, où c'est parfois un peu plus difficile, certes, à cause d'un foncier réduit, il fallait compter 5 ans. Mais en fait, 5 ans, on n'a quasiment
pas le temps de cette transition pour répondre à un défi qui a été rappelé, qui est que la population des plus de 75 ans augmente considérablement, que bientôt la plus importante tranche d'âge de notre population seront les gens qui auront entre 75 et 85 ans. Et que bien sûr, ce ne sont pas des personnes dépendantes, ça a été rappelé aussi, ce ne sont pas des personnes qui ont des aspirations différentes finalement de celles qu'elles avaient quand elles étaient plus jeunes. Ce sont des aspirations qui, en revanche, sont parfois bousculées par des vulnérabilités nouvelles. Et c'est pour elles que nous devons travailler aujourd'hui. Et sachant qu'effectivement, dans cette question du temps, il y a d'autres défis qui galopent. L'emploi des femmes, qui est aujourd'hui fort heureusement une réalité très massive, mais qui fait que les aidants naturels, joli mot pour parler de ce que sont en général des aidantes, puisqu'il y a au moins 60% de femmes dans le lot, n'auront plus le temps matériellement de se consacrer autant qu'elles le faisaient. Et ce sont des sommes, pour parler argent, qui ont été estimées il y a quelques années à une fourchette assez large, entre 13 et 18 milliards d'euros. Donc ce temps donné, il va falloir aussi qu'on en fasse quelque chose. Le deuxième défi, c'est comment gérer l'évolution des besoins. Et je suis frappée que tous ensemble, le sujet a été abordé, je pense que nous avons tous le sentiment, la conviction de faire beaucoup pour comprendre cette évolution des besoins. Mais que très vite, nous nous réfugions pour des raisons institutionnelles faciles à comprendre vers des interlocuteurs qui nous sont les plus proches ou les plus faciles. Un architecte va parler au médecin, mais derrière le médecin, il y a le malade. Comment on touche vraiment le malade, comment on comprend finalement ses aspirations et ses besoins. Nous, dans la gestion qu'on a d'Arpavie, on va réfléchir aussi avec nos personnels, parfois avec les familles, mais il y a les familles, mais il y a les résidents. Est-ce qu'on écoute assez les résidents? Est-ce qu'on fait assez de place à leurs constats, à leurs manies, à leurs habitudes? Donc, la ville, l'installation dans la ville et l'installation dans l'espace de nos institutions, des appartements qu'on dédie, etc., elle doit tenir compte de cette évolution des besoins. Et nous n'avons jamais eu autant besoin d'écouter les besoins des gens qui soit approchent de cet âge, soit ont vécu très immédiatement, en étant aidants auprès des leurs, un certain nombre de choses dont la mémoire va s'effacer, parce qu'on oublie vite qu'il a été une difficulté ou que ça n'est pas une image très positive que de penser à sa finitude. Donc il faut qu'on arrive à capter finalement tous ces besoins réels. Une autre grande question qu'on a en commun, c'est comment participer à construire et des villes, et des lieux, et des services qui font de la prévention le pivot de tout. Aujourd'hui, on a 20 milliards de déficit de l'assurance maladie, et il est probable que la situation ne va pas s'arranger. Penser simplement par le curatif aujourd'hui, ça n'est plus seulement une erreur, c'est une faute. Donc il va falloir que tous, et j'en parle à la Cité de l'Architecture parce que j'ai la conviction que le logement et les lieux d'habitat ont une contribution très forte à y apporter, vont être un des enjeux énormes. La prévention, pour le moment, nous savons qu'elle n'attire pas. On a tenté beaucoup de choses. L'ANA existe, l'Agence nationale d'adaptation de l'habitat, mais elle a fait des choses, bien sûr, mais pas à la hauteur, finalement, de ce qu'elle voudrait faire et de l'engagement qu'elle voudrait, à la fois de la population et de nos partenaires. Ensuite, il y a un autre grand défi qui est particulièrement évident pour vous, certainement ici. Comment faire la convergence entre la transition écologique et la transition démographique? On commence à en parler un peu. Et ça a des traductions très concrètes. À la Caisse des dépôts, par exemple, on essaye de soutenir un certain nombre de dispositifs de télémédecine parce qu'on sait qu'indépendamment du fait qu'il va falloir garder la relation humaine, évidemment, et la préserver partout auprès des gens qui en auront besoin, il faudra aussi être économe de la ressource technique, de la ressource en soins d'experts, et faire en sorte qu'elle puisse être distribuée pourtant aussi largement que possible. Donc télémédecine, mais aussi mobilité des services. Nous savons que nous avons un immense défi sur l'attractivité des métiers, et que cette attractivité des métiers, elle doit s'opérer tout en ayant une pensée très frugale sur comment on crée de l'habitat
pour des publics qui ont du mal à accéder à un logement en proximité des cœurs de ville, et comment on fait pour que eux-mêmes puissent disposer d'une offre accessible et continuer à servir les plus vulnérables, les plus âgés, les handicapés, là où ils sont et là où nous souhaitons qu'ils soient, dans les cœurs de ville. Donc là, on a un certain nombre d'expérimentations en cours, notamment avec le CHU de Bordeaux. On a élaboré une offre de logement spécifique pour ces key workers, comme on dit, ces travailleurs clés, dont on a très simplement besoin, mais qui sont encore aujourd'hui tellement maltraités que le métier est très très peu attractif. C'est un des sujets parmi d'autres. Il y a d'autres clés pour rendre le métier attractif, mais ça en fait partie. Donc quelques illustrations rapides sur cette importance de la convergence entre les deux transitions, de la convergence des luttes démographiques et écologiques, parce qu'on ne réussira pas sans ça. Aujourd'hui, à la Caisse des dépôts, on a reconverti énormément les investissements vers des activités décarbonées. Il faut faire quelque chose de parallèle dans le secteur du logement en prenant en compte le principe de non-artificialisation des sols. Donc ça veut dire aussi accompagner des projets qui sont pilotés pour néanmoins être dans l'adaptation des logements existants, la reconstruction, la réhabilitation, savoir reprendre pied avec notre existant et en même temps penser les espaces pour que les cœurs de ville, les besoins des personnes fragiles soient bien traités. Et enfin, je vois une dernière question. Ce n'est pas forcément la plus difficile, mais elle a 3 dimensions. C'est comment garder toujours le cap de l'accessibilité. Et je ne parle pas là seulement de l'accessibilité handicap, qui est majeure bien sûr, et qui continue à être un sujet partout, mais je parle de l'accessibilité aux services dans les territoires, qu'on ait l'accessibilité à des services, à la réponse à ces besoins partout sur le territoire. L'accessibilité, si j'ose dire, individuelle, le mot n'est pas très joli, mais on sent bien qu'effectivement, s'il y a un sujet avec la massification, c'est pas tant qu'on fasse des EHPAD où, pour des raisons de coût économique, de point d'équilibre économique, on mette un certain nombre de personnes ensemble pour bénéficier de soins dont les coûts sont mutualisés, parce que je pense que ça ne s'arrêtera pas. En revanche, c'est de penser la personnalisation, l'individualisation, la musique adaptée, la personne qui n'est pas obligée de prendre une douche tous les jours si elle n'en a pas envie, parce qu'il y a ça aussi. Il n'y a pas que l'oukase de l'hygiène, il y a ce que je veux faire de mon corps et de moi. Donc individualiser nos réponses pour qu'elles soient accessibles à chacun. Et enfin, accessibilité financière. Un des enjeux aujourd'hui, c'est de répondre à tous ceux qui ont besoin effectivement d'un accompagnement, que ce soit dans leur domicile historique, mais qui peut devenir un piège quand c'est un loyer très bas et qu'ils ne voient pas comment en sortir pour ensuite s'offrir des offres pour personnes âgées trop chères. Accessibilité financière donc dans les institutions, accessibilité financière des services. Et donc, sachant qu'aujourd'hui, on estime que le coût moyen du reste à charge est de 1 800 €, là où la retraite moyenne est inférieure aujourd'hui, et qu'elle est de 1 300 € pour les femmes, on a un sujet à garder de manière vraiment cruciale. C'est, même en imaginant que des ressources nouvelles émergent, il faudra que ces ressources soient mises au service de cet objectif majeur de l'accessibilité financière pour tous. Voilà très rapidement dit ce que je souhaitais vous présenter avant le débat. Mille merci, Laure de la Bretèche, et merci pour votre sens de la synthèse.